Europe 1, au cœur de l'histoire. Bonjour Franck Ferrand. Aujourd'hui, vendredi, c'est d'un génie du cinéma et de l'humour dont vous faites le portrait. C'est Charlie Chaplin. Ce Charles Spencer Chaplin, c'était son nom, était très doué pour raconter des histoires. Il l'a montré à travers ses grands films et il racontait aussi des histoires sur lui-même, il faut bien le dire. Ce qui fait qu'on n'est pas toujours certain, notamment de ce qui s'est passé pendant son enfance. Vous savez, il avait tellement tendance à multiplier les versions, à raconter les choses en fonction de ce qui lui venait à l'esprit. Il nous dit qu'il est né dans le quartier de Lambeth. On est vraiment dans les quartiers pauvres de Londres. Vous savez, c'est cette Londres sordide de la fin du 19e siècle. Nous sommes en 1889. Le problème, c'est qu'on ne retrouve pas le nom de Charles Spencer Chaplin sur les registres, vous savez, officiels de l'époque victorienne. Alors, c'est un peu mystérieux. Il est né, semble-t-il, le 16 avril 1889 et il précise dans ses mémoires 4 jours avant Hitler, à 8 heures du soir, nous dit Charlie Chaplin, qui devait se soucier de ceux qui aiment les portraits astrologiques, là, vous savez, les... Pour retrouver son ascendant et son signe. Exactement. Sa famille paternelle était peut-être d'origine française, en tout cas c'est ce que lui prétendait. Il disait d'ailleurs qu'il avait des ancêtres qui venaient des Andelys en Normandie et qui s'appelaient les Chaplin, tout simplement. Et Chaplin serait devenu Chaplin. Quant à la mère, il est possible qu'elle ait été juive. Lui-même est toujours resté très vague sur le sujet et assez contradictoire sur ses origines familiales. Parce que vous savez qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, notamment la question de l'appartenance ou non de Chaplin à la communauté juive s'est beaucoup posée. Et alors parfois, à certains journalistes, il répond « Oui, je suis juif » et alors, et d'autres fois il dit « Je ne suis pas juif, mais j'aurais aimé l'être », dit-il. Et il expliquera encore beaucoup plus tard, lorsqu'il sera en exil en Suisse, que s'il n'a jamais contesté la version selon laquelle il aurait été juif, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'on croie qu'il ait considéré ça comme une tare ou comme un problème. Vous voyez, c'est il y a beaucoup de mystères, un peu quand même, mystérieux autour de ses cette origines. enfance, il faut bien le dire. Alors, ce qui est certain, en revanche, c'est que chez les Chaplin, on est saltimbanque et pauvre. Ça, vous l'aurez compris. Quand je dis pauvre, c'est vraiment un univers à la Dickens, bien entendu. Lorsque Charlie a 1 an, son père a été un peu tout. Il est chanteur, plus ou moins de music hall. Son père quitte la famille. Il les laisse vraiment à la rue. Et c'est la mère, Anna Hill, qui elle-même est la fille d'un petit savetier. C'est elle qui va devoir élever ses enfants, des enfants de différents lits, parce que Charlie a 3 demi-frères, mais qui ne sont pas du même père eux-mêmes. Vous voyez, donc bon. Elle est danseuse dans une espèce de petite troupe d'opérette, et elle trimballe ses 4 enfants de garnis en meublé, vous imaginez. Le fils aîné, Sidney, est le fils d'un bookmaker. C'est lui qui restera proche de Charlie, et pendant leur enfance, ces 2 gamins sont assez inséparables, il faut bien le dire. Alors, beaucoup plus tard, lorsqu'il se penchera sur sa jeunesse, Chaplin écrira que son père serait mort à 37 ans d'une cirrhose du foie. Problème, non seulement la tombe du père de Charlie Chaplin n'existe pas dans le cimetière que son fils indique, mais on possède maintenant des programmes de spectacle où figure le nom de Charles Chaplin senior, donc du père, qui serait âgé de 40, de 41, de 42 ans, donc il n'est pas mort à 37 ans. Vous voyez, c'est assez compliqué. S'il fallait imaginer Chaplin à cette époque, nous dit Didier Vallet, on le verrait fort bien sous les traits du jeune Jackie Coogan, ressuscitant le temps d'un film, Le Kid, l'enfance de son auteur. Orphelin de père, Chaplin voue un immense amour à sa mère, Anna, allant jusqu'à lui attribuer une partie de sa réussite. C'est le mime le plus prodigieux que j'ai vu, disait Charlie Chaplin en parlant de sa mère. En la regardant, j'ai appris non seulement à traduire les émotions avec mes mains et mon visage, mais aussi à étudier l'humain. Déboires professionnels, crise de mysticisme, mauvaise santé de Anna, nous dit Didier Vallet, tous ces éléments conjugués font que la vie familiale se détériore. Et bientôt, le petit Charlie va être amené dans des conditions tout à fait incroyables. Il va être amené à remplacer sa mère. Ça, c'est un épisode assez terrible, assez affreux. Ça se passe à l'Aldershof de Londres, qui est une espèce de cabaret qu'on appelle l'Alders à l'époque. Elle est chanteuse, la pauvre femme. Et donc, le 16 avril 1894, c'est en tout cas ce que nous dit Charlie, la date anniversaire, le jour de son 5e anniversaire, sa mère est là, elle est en train de chanter devant une espèce de troupe de spectateurs plus ou moins avinés qui se moquent d'elle, vous imaginez.
et elle est huée, etc. Et sa voix se brise, la pauvre femme. Elle a sans doute dû boire, elle aussi, bref, elle peut pas aller plus loin. C'est une huée dans la salle, c'est horrible, on la conspue. Et à ce moment-là, le patron de la boîte attrape le petit Charlie par le callback, si je puis dire, le jette sur la scène et lui dit « Allez, vas-y, gamin, remplace-la, chante n'importe quoi, mais qu'au moins, dit-il, il se taise. » Et vous l'imaginez, ce petit garçon qui se retrouve là, il connaît le répertoire de sa mère par cœur, bien entendu. Il est très doué, il a en lui une espèce d'énergie comique et il a le sens du spectacle. Alors, il va faire une chose terrible. Il va faire rire les gens en imitant sa mère. Il imite sa mère qui a la voix éraillée, qui a cette voix qui se casse. Et là, les sifflets se transforment en rires, les rires en applaudissements. Les premiers pas de Charlie Chaplin sur les planches auront été les derniers de sa mère. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de Charlie Chaplin, Franck. À 9 ans, le petit Charles entre dans la troupe des Eight Lancashire Lads, qui est une petite troupe de gamins qui chantent et qui dansent, vous voyez, qui font rire les gens. À 12 ans, il va se lancer dans une grande tournée. Il est à l'affiche d'un mélodrame populaire qui s'appelle Junie ou le roman d'un Cockney. Or, ce qui est assez extraordinaire, c'est que lorsque vous lisez le scénario de ce petit spectacle, vous vous rendez compte qu'en fait, un certain nombre des épisodes du spectacle sont racontés par Charlie Chaplin dans ses mémoires comme des épisodes de sa propre vie. Vous voyez, quand le spectacle se mélange à la réalité. C'est assez fascinant, mais c'est un homme de spectacle. De toute façon, il le prouve dans ces années où sa précocité fait merveille. Le London Topical Times, à propos du roman de Cockney, le Cockney, vous savez, c'est ce qu'on appellerait le poulbeau chez nous, hein, c'est le gamin des rues et des ruisseaux. Le Topical Times nous dit qu'il est lumineux d'autorité dans son interprétation, vous vous rendez compte, à 11-12 ans. Alors il essaie de faire du cirque, parce qu'il a une passion, une vraie passion pour le cirque, Charlie Chaplin. Le problème, c'est qu'il n'est pas très doué, puis surtout, il va faire un jour une acrobatie qui se passe très mal, il retombe de toute sa hauteur, il se fait tellement mal qu'il croit qu'il va rester handicapé. Et il dit que c'est cette pirouette qui a décidé de sa carrière, parce que s'il avait réussi ce jour-là, il est possible qu'il soit devenu artiste de cirque. Mais là, il se dit que ce serait quand même plus facile d'intégrer une troupe de saltimbanques, ce qu'il va faire à l'âge de 16 ans. Si on devait définir son rôle, c'est un comique de rue, vous savez. Il interprète un vieux professeur complètement dingue. Il adore se déguiser, hein. Alors, il se met une grande gabardine, il se grime, etc. Le rôle est comique. On le repère tellement qu'il y a quelqu'un qui va descendre de son hôtel pour venir le voir jouer dans la rue parce qu'on lui a dit qu'il était extraordinaire. Le quelqu'un en question, c'est pas n'importe qui, c'est Fred Karno. Fred Karno qui est un grand mime, le maître européen de la pantomime, qui est aussi un entrepreneur de spectacle extrêmement efficace puisqu'il possède plusieurs troupes qu'il fait tourner dans toute l'Europe, etc. Et Karno va apprendre beaucoup à Charlie Chaplin. D'ailleurs, lorsqu'il sera devenu un très vieux monsieur, Chaplin recevra à Vevey, il recevra Yves Salgue, l'écrivain Yves Salgue, et il lui dira que Karno lui a tout appris. Que vous a-t-il appris, demande le biographe. Quelque chose d'essentiel, répond Charlie Chaplin, la concentration silencieuse, l'art de jouer sans dire un mot, l'antithéâtre, la technique des sourds-muets. Ces sourds-muets qui sont les plus grands acteurs du monde. Tout ce qui est le contraire du cinéma, le cirque. Ça a été une grande, une épuisante école pour moi, dit-il, à l'opposé de la comédie. Notre profession est faite de 20 métiers à la fois, et ce sont ces 20 métiers qui font une vedette. Il joue les petits pauvres en haillons. Vous voyez déjà se dessiner ce personnage de Charlot qui bientôt éclora de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a cette tradition de misérabilisme dans le music-hall populaire de l'époque qui va nourrir littéralement le personnage du jeune Charlie. Certains biographes se sont d'ailleurs demandé si, encore une fois, l'enfance misérabiliste qu'il s'est attribuée n'était pas empruntée en grande partie à ces fameux mélodrames. Alors, il fait des tournées avec la troupe de Karno. Et c'est comme ça, figurez-vous, qu'en 1909, il se retrouve sur la scène bien parisienne des Folies Bergères. Et vous savez que l'année dernière, j'ai eu la chance de faire mes premiers pas moi-même sur scène aux Folies Bergères. Je ne suis pas en train de me comparer de près ou de loin à Charlie Chaplin, évidemment. Mais je peux vous dire que, évidemment, quand vous entrez sur ce grand plateau des Folies, vous pensez à Joséphine Baker, vous pensez à la grande Mistinguett, vous pensez à Maurice Chevalier qui a fait là, lui aussi, ses premières armes.
Mais celui auquel moi j'avais tendance à penser surtout, c'est bien sûr ce Charlie Chaplin qui a ébloui le public parisien en 1909. Et en 1910, puisqu'il est né en 89, ça veut dire qu'il a 21 ans, il fait la traversée de l'Atlantique à bord d'un vulgaire cargo à bétail. L'arrivée au Nouveau Monde est terrible, vous savez, avec le passage par Ellis Island, vous connaissez tout ça. C'est une arrivée sordide et que Charlie Chaplin filmera plus tard et qu'il éternisera d'une certaine manière dans son film Les Migrants, bien entendu. Charlie remporte bientôt les suffrages du public américain. La troupe au sein de laquelle il se produit n'est pas forcément appréciée, mais alors lui, il brûle les planches. Dans Variety, on peut lire en 1911 dans Variety, il y a au moins un Anglais drôle dans la troupe de Carnot. Et il serait drôlement bien pour l'Amérique, dit le journaliste en question. Il serait si bien, cet Anglais, tellement drôle que l'Amérique va bientôt se l'offrir. Il est en train de forger son personnage. Là encore, il le dit à Yves Salgue, il dit c'est à partir de cette certitude appliquée à une société qui découvrait la fantastique révolution en marche du cinéma mobile vivant, toujours en action et en situation, que j'ai façonné mon propre héros, dit-il. Un héros très moyen, délesté de toutes les qualités ou défauts usuels, ambition, arrogance, richesse, vitalité intellectuelle, séduction, beauté, mais un héros bon, humain, candide, roublard à la fin quand il est excédé, la victime qui vient à bout du bourreau social, non point par la force, mais grâce à l'ingéniosité d'une tournure d'esprit qui n'a rien à voir avec l'intelligence. Un héros modeste, un homme de la rue et de notre temps, identifiable par tous, enfants d'abord, parents, hommes et femmes ensuite, et qu'on a envie de prendre par le bras, à qui on éprouve le besoin de raconter ses peines de cœur, ses tracas de ménage, ses soucis d'usine ou ses ennuis d'argent. Ce personnage, évidemment, il va bientôt devenir familier, non seulement aux Américains, mais d'une façon plus générale au public de tout l'Occident et bientôt de la planète entière, car on jouera les films de Charlie Chaplin, on jouera les films de Charlot. Quand je dis on les jouera, on les projettera, devrais-je dire, dans le monde entier, bien sûr. L'Amérique, vous disais-je, en novembre 1913, va recruter Charlie Chaplin pour le cinéma. C'est Adam Kessel, qui est l'agent de Mack Sennett et de la firme Keystone, qui va le recruter. Et l'on peut dire à ce moment-là que c'est sans doute la meilleure décision qu'ait jamais prise Adam Kessel. Il a vu dans la troupe de Carnot, il a vu ce petit Anglais en haillons qui faisait rigoler tout le monde, et il s'est dit qu'il y avait en lui un potentiel qui allait non seulement venir accroître l'extraordinaire troupe de Mack Sennett, mais qui allait surtout modifier le regard des spectateurs sur le cinéma. On peut dire que pour $150 par semaine, Hollywood vient de s'offrir celui qui portera plus haut que n'importe qui le cinéma américain. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe 1, Au cœur de l'histoire. La suite du grand destin de Charlie Chaplin avec vous, Franck, et vous nous parlez de ses débuts au cinéma. Le premier film où apparaît Charlot, on est en 1914, très grande année pour Charlie Chaplin qui va jouer 22 films cette année-là, vous imaginez. 1914, le film s'appelle Making a Living, pour gagner sa vie si vous voulez. Et le personnage est né, on va le voir désormais pendant longtemps, jusqu'en 1936, jusqu'au temps moderne, puisque c'est dans les temps modernes que Charlie Chaplin apparaît pour la dernière fois. Et ce qu'il y a de fascinant, et là encore je m'abrite derrière Yves Salgue pour en juger et pour en parler, ce qu'il y a de fascinant, c'est la capacité que Charlie Chaplin peut avoir de se hisser jusqu'à l'archétype. Il crée en quelque sorte des états d'âme qui sont fulgurants, que chacun comprend. Il est tour à tour tendre, évidemment, Charlot, et fragile et naïf, parfois idiot, lyrique, fataliste, inquiet, poétique, stupide, amoureux, philosophe, impertinent, solennel, agressif aussi, pourquoi pas, loyal, débonnaire. En tout cas, il n'est jamais ni méchant, ni injuste, ni impur. C'est peut-être cela le véritable secret de Charlie Chaplin. Didier Vallée nous dit « La genèse du personnage de Charlot est intéressante dans la mesure où costume et caractère sont intimement liés, ils se déterminent l'un l'autre. C'est dans son second film, qui s'appelle donc Charlot est content de lui,
que Chaplin adopte grossièrement, en empruntant divers accessoires autour de lui, son costume de vagabond. Pantalon trop grand issu de la garde-robe du gros Fatty Arbuckle dont nous parlions tout à l'heure, des souliers beaucoup trop larges, taille 45, lui il chaussait du 38, Charlie Chaplin, faut le savoir, des souliers 45 appartenant à Ford Sterling, les souliers inversés qui permettent d'ailleurs de tenir à ses petits pieds, jaquette étriquée fermée par une épingle de nourrice, le melon trop juste qui semble-t-il serait celui du père de l'actrice Minta Durfee, la lèvre supérieure barrée par cette large moustache en brosse qui va peu à peu être de plus en plus rapetissée, cette moustache qui va devenir quasiment une ombre à la fin. Alors un certain nombre de films sont réalisés dans la foulée, on voit le personnage est très intéressant quand on arrive à les remettre dans l'ordre parce que tout ça a été fait un petit peu à la va-vite et sans grand classement. Lorsqu'on arrive à remettre tout ça dans l'ordre, on voit évoluer le personnage jusqu'au 11e film qui s'appelle 20 Minutes of Love, 20 minutes d'amour. Et là, dans ce film, on peut dire que le personnage de Charlie Chaplin est véritablement né. Au début de sa collaboration avec CNET, Chaplin était en train de se chercher. Au bout de 11 films, ça va très vite parce que ces films sont tournés à la cadence d'un toutes les 2 à 3 semaines. Au bout de 11 films, le personnage est véritablement né. Ce personnage, il doit beaucoup à un grand comique français dont on ne parle pas assez. Je sais que nous allons faire plaisir en le disant à Alain Rioux qui écoute tout ça avec beaucoup d'attention. C'est évidemment Max Linder. J'y viens dans un instant. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Je vous ai parlé de cette tournée qu'avait pu faire Charlie dans la troupe à l'époque de Carnot. On est en 1909. Il s'était produit, je vous l'ai dit, sur la scène des Folies Bergères. Et c'est au cours de ce séjour à Paris qu'il découvre Max Linder, dont beaucoup plus tard, vous savez qu'il rachètera les films et auquel il adressera cette dédicace que je trouve extraordinaire à Max, le seul, l'unique, mon professeur. Et c'est signé son élève, Charlie Chaplin. Évidemment, Linder, à l'écran, était plutôt une sorte de dandy, lui, très élégant. Et c'est un peu comme si Charlie Chaplin, en reprenant un certain nombre des éléments de jeu de Max Linder, en proposait une sorte de caricature populaire et infiniment plus accessible, il faut bien le dire. Alors, certains critiques ont tenté de rapprocher le personnage de Charlot, alors qu'il porte tous les noms possibles. Charlot, selon les pays du monde, devient Charlie, évidemment, Carlos, Carlino, Carlitos, Carlichen, etc. Il y a presque un nom par langue différente. Ce personnage qui va séduire le public du monde entier s'inspire peut-être aussi d'une certaine tradition théâtrale juive. Et d'ailleurs, c'est Theodor Höff qui affirme qu'en 1906, Chaplin présentait déjà un numéro intitulé Sam Cohen, le comique juif. Mais le grand artiste n'a jamais été lui-même extrêmement clair sur ses origines juives ou non. Voilà en revanche ce que Chaplin écrit à propos de son fameux personnage, de ce personnage qui maintenant est en train de conquérir le monde. Ce costume, dit-il, m'aide à exprimer ma conception de l'homme de la rue, de presque n'importe quel homme, de moi-même. Le melon trop petit est un effort pour paraître digne, la moustache est vanité, le veston boutonné et étriqué, la canne et toutes ses manières tentent à donner une impression de galanterie, de brio, de petite effronterie. J'aime bien cette expression, c'est exactement ça. Il essaie de faire bravement face au monde, de bluffer, et il le sait. Il le sait tellement bien qu'il peut se moquer de lui-même et s'apitoyer un peu de son sort. Nous avons tous des souvenirs à propos évidemment de ce personnage de Charlot. Sans entrer dans les confidences personnelles, je dois vous dire que mon tout premier projecteur de cinéma, je l'ai eu quand j'avais 8 ou 9 ans. C'est un tout petit projecteur de Super 8 et livré avec, si je puis dire, il y avait 3 bobines qui étaient 3 bobines de 3 des premiers films que Charlie Chaplin avait tournés sous la direction de Max Sennett. Et ces films qui ont l'air tellement naïfs et tellement peu importants lorsqu'on les regarde d'un œil détaché, si vous y attachez la véritable importance qu'ils méritent, vous y découvrirez une véritable leçon de comédie, parce que ce qu'on a tendance à oublier quand même dans tout ça, c'est le génie fracassant de cet homme qui, avec 2 fourchettes et 2 petits pains, est capable de vous créer le plus formidable des danseurs. Rappelez-vous, ça c'était évidemment dans La Ruée vers l'or. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Appel non surtaxé. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Aujourd'hui, Franck, vous évoquez l'histoire de celui qui a fait rire le monde entier avec ses films
Charlie Chaplin est à l'honneur sur Europe 1. Je vous disais que la presse américaine se mettait à détester Chaplin quand on disait les pires horreurs sur lui. Alors, ça a commencé ça dès la guerre, juste après l'entrée en guerre des États-Unis au printemps 1917. On commence à dénoncer cet homme qui continue à jouer comme si de rien n'était dans ses films. Il apparaît pour un certain nombre de journalistes de Hollywood comme l'anglais embusqué. On va beaucoup lui reprocher tout ça. Et pourtant, il va tourner ce fameux film, vous savez, Charlot Soldat. Et d'ailleurs, pendant le tournage de ce film Charlot Soldat, il rencontre une toute jeune actrice qui s'appelle Mildred Harris et il va l'épouser, figurez-vous, le 16 octobre 1918. Ça, c'est le début d'une chronique amoureuse, d'une chronique sentimentale qui est considérée comme très scandaleuse dans une Amérique, ne l'oubliez pas, qui à l'époque est une Amérique complètement puritaine. Il y a les ligues de vertu, les réunions de vertu, etc. Vous imaginez? Alors ça, là, Charlie Chaplin avec ses mariages, ça passe pas du tout. Ils ont eu un premier enfant d'ailleurs en juillet 19, mais qui n'a pas vécu, qui meurt au bout de 72 heures. Et le divorce d'avec Mildred ne va pas tarder puisqu'il a lieu en novembre 1920 et voilà les attendus, enfin voilà l'argument que donne le juge au moment de ce divorce. Charlie Chaplin est condamné pour cruauté mentale et dépravation sexuelle. Ça vous donne déjà une idée, vous voyez, de l'ambiance. Vous imaginez ce que la presse peut faire d'une chose pareille. En novembre 1924, il se remarie et cette fois c'est avec une toute jeune fille de 17 ans. Elle s'appelle Lita Grey. Et oui, Lita Grey tenait un rôle dans La Ruée vers l'or, bien entendu. C'était le rôle féminin. Et les parents Grey, lorsqu'ils apprennent que ce vieux satyre, si je puis dire, est en train d'épouser leur fille, alors là ils sont absolument furieux. Ils veulent déclencher une action en justice. Dans la foulée va naître Charles Chaplin Jr., leur premier enfant. Ça se passe très mal en plus parce que vous savez, c'est l'époque où Charlie Chaplin est en train de se lancer dans ses grands films. C'en est fini du temps des petits films de Max Sennett et de la Keystone, etc. Il s'agit maintenant de faire des œuvres. On avait déjà vu Le Kid, rappelez-vous, et puis bon, il y a eu l'opinion publique, etc. Et là maintenant, Charlie Chaplin considère chacune de ses œuvres comme une sorte d'aboutissement et il est en train de tourner, en cette année 1926, il est en train de tourner Le Cirque. Et ça se passe très mal. Alors ça a été un tournage, moi j'adore ce film, je sais pas si vous aimez le Cirque de Charlie Chaplin. Lui il détestait ce film, il le détestait tellement qu'il avait même carrément supprimé le film de la liste de ses œuvres, vous imaginez. Ça lui rappelait sans doute de trop mauvais souvenirs. Moi je trouve que c'est un film merveilleux, qui est plein d'inventions, il y a une atmosphère formidable et pour cause, puisque Chaplin avait eu cette idée remarquable de créer un vrai cirque, avec le chapiteau, avec les roulottes, etc., avec un véritable zoo, des animaux qui pendant 1 an ont vécu là, dans les studios d'Hollywood, comme si c'était un véritable cirque, pour donner justement cette atmosphère, pour donner une épaisseur de vécu. Et on sait que notamment l'entraînement qu'il a fallu que Charlie Chaplin s'impose pour aller jusqu'au bout de son célèbre numéro de funambule. Qui n'a pas vu ce numéro de funambule, j'allais dire, n'a rien vu dans le domaine de la pantomime. C'est un chef-d'œuvre absolu. L'entraînement qu'il a fallu qu'il s'impose et qui va le tenir pendant des mois, le fatigue, l'épuise. Et quand il rentre chez lui, eh bien, il y a la petite Lita Grey qui, vous imaginez, elle a même pas 20 ans. Mais qu'est-ce que je dis? Elle a 19 ans. Elle s'amuse avec ses amis. Il y a du monde partout. Charlie Chaplin veut rentrer dans sa chambre. Il y a des gens qui sont, allez, on va dire qu'ils sont en train de danser. Enfin bref, un soir, il en a complètement assez. Il prend Lita, sa mère, ses affaires, son personnel et il met tout le monde dehors, littéralement à la rue. Scandale, immédiatement la presse prend fait et cause pour cette pauvre Lita chassée du domicile conjugal. Il y a un second garçon qui naît là à ce moment-là, d'ailleurs Sidney. Et on peut dire de Lita qu'elle va bientôt être une riche divorcée, puisque pour préjudice et outrage, s'il vous plaît, voyez comme la justice américaine est bonne envers Charlie Chaplin, elle va obtenir $1 million de dommages et intérêts. Nous parlons $1 million de l'époque, oui, c'est encore le dollar or à l'époque. Aujourd'hui. Oui, c'est une somme gigantesque, bien entendu. Alors, en 1933, Charlie Chaplin se remariera, cette fois avec la célèbre Paulette Goddard, la grande Paulette Goddard dont il a fait une star grâce au film Les Temps modernes, vous savez. Et puis plus tard encore, alors ils divorceront à Mexico.
9 ans plus tard. Et puis, il épousera ensuite la fille du dramaturge Eugène O'Neill, Una O'Neill. Entre-temps, il y a eu toute l'affaire de John Barry. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire, cette John Barry qui disait qu'il était le père de son enfant, qui avait réussi à tromper la surveillance des gardiens dans la résidence de Beverly Hills. Et cette John Barry, elle arrive et elle braque sous le nez de Charlie Chaplin un pistolet, vous imaginez. Elle sera finalement expulsée en Californie. Ça ne l'empêchera pas de mener un procès en paternité que Charlie Chaplin gagne et néanmoins, en 1946, il va hériter une charge dont il se serait passé puisqu'il a la responsabilité matérielle de la petite fille née de tout cela, c'est Nancy Barry. Vous voyez un peu la somme de scandales et encore je vous en épargne. On peut dire désormais que Charlie Chaplin certes est la plus grande star du monde, mais que dès qu'il se déplace quelque part, il y a ses regards noirs, il y a ses sifflets, il y a ses chuchotements qu'il traîne avec lui comme une sorte de vapeur de soufre. Alors, il y a eu le succès phénoménal de La Ruée vers l'or. Quand je parlais de chef-d'œuvre, c'est pas mal non plus, La Ruée vers l'or. Et puis arrive le troisième de ces grands chefs-d'œuvre de Charlie Chaplin, c'est Les Lumières de la ville. City Lights, sans doute le plus émouvant, le plus beau, le plus désespéré des films de Charlie Chaplin. En mars 28, commence le tournage de City Lights, qui va se passer assez mal, il faut bien le dire. Et pourtant, là encore, quel chef-d'œuvre, quelle maîtrise. Il y a ces scènes, vous savez, quand Charlot, parce que c'est encore le personnage de Charlot, passe devant la vitrine, qu'il observe, qu'il regarde, et à chaque fois qu'il passe, il y a une trappe qui s'enfonce dans le trottoir et qui ressort, et à chaque fois qu'il passe, au moment où il pose le pied, hop, la trappe est là pour le soutenir. Ça demande sans doute des semaines de répétition, c'est une perfection dans son genre, avec une grâce, avec une vitalité extraordinaire. Et le problème, c'est qu'en 1927, donc, est paru ce célèbre film Le Chanteur de Jazz, premier film parlant, et en l'occurrence chantant, de l'histoire du cinéma, et que tout le monde sait comment ça se passe à Hollywood. Du jour au lendemain, allez hop, tout le monde se met à faire des films parlants. Et on dit à Charlie Chaplin, mais que faites-vous? Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, il faut faire parler Charlot. Et ça, lui, ne veut pas. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était dans les années 70, début des années 1980, il y avait cette série magnifique de Pierre Tchernia sur Charlie Chaplin, où il racontait la vie de Chaplin. Et un épisode entier était consacré au tournage des Lumières de la ville, justement, parce que c'est un tournage problématique. Chaplin, d'un seul coup, perd son assurance, perd sa tranquillité et on a l'impression qu'il ne sait plus comment diriger les comédiens, il ne sait plus comment mener les affaires. Vous savez, il y a cette scène de la jeune femme aveugle, bien entendu, qui va croire que le vagabond est un milliardaire puisqu'il descend d'une grosse limousine. Elle entend claquer la portière de la limousine. Et Charlie Chaplin ne sait pas comment s'en sortir de cette scène. Il la tourne dans tous les sens, c'est le cas de le dire. On arrête même carrément le tournage, vous imaginez, à l'automne de 1928. Et on sait que pendant toute cette époque-là, Charles se pose des questions sur son art même et sur la nécessité de passer au parlant. Et il sait, lui, qu'il ne doit pas le faire. Ils viennent, dit-il, gâcher l'art le plus ancien du monde, l'art de la pantomime. Ils anéantissent la grande beauté du silence, car c'est la beauté qui importe le plus au cinéma. L'écran est pictural. Je ne me servirai pas de la parole dans mon nouveau film Les Lumières de la ville. Non, je ne m'en servirai jamais. Pour moi, dit-il, ce serait fatal. Vous voyez que c'est quasiment une déclaration de guerre à cette industrie du cinéma qui déjà ne l'aimait pas trop, peut-être parce qu'il réussissait très bien, peut-être parce qu'il était d'origine anglaise, peut-être parce qu'il avait créé sa propre compagnie, United Artists, contre les grandes compagnies hollywoodiennes de l'époque à laquelle il échappait. Donc tout ça fait qu'évidemment il était déjà pas très bien vu, et là bien sûr son obstination contre le parlant va lui valoir de nouvelles attaques. Alors, il vient à Paris pour la première des Lumières de la ville et on lui pose bien sûr beaucoup de questions. On dit Monsieur Chaplin, allez-vous faire enfin un film parlant et pourquoi les personnages des Lumières de la ville ne parlent-ils pas? Je vous rappelle que le personnage principal est aveugle dans les Lumières de la ville au passage, hein, donc ça fait, elle est non seulement aveugle mais elle est muette aussi. Pourquoi je ne parle pas dans City Lights? Répond Chaplin. Je ne l'ai pas fait pour cette simple raison que personne ne m'a encore dit pourquoi j'aurais dû le faire. Voyez-vous, lorsque je me vis demeurer seul partisan du film, mais j'avoue que si le doute ne me saisit à aucun moment, je me suis trouvé assez perplexe. Je me suis remémoré alors la scène de la lettre dans Charlot Soldat. Oh mon Dieu, quelle merveille. Le réveillon manqué de La Ruée vers l'or, la scène du camion où je retrouve Jackie dans Le Kid et d'autres.
Tout cela me confirma dans ma résolution première. La parole n'aurait rien ajouté à tout cela. Au contraire, la pantomime, qui est le plus ancien des arts, exprime mieux les émotions que la parole. Enfin, avantage matériel sur la parole, la pantomime est un langage universel. Les petits Chinois, les petits Hindous me comprennent tous. C'est vrai qu'après tout, pour se faire comprendre, Charlie Chaplin a la merveilleuse musique de ses films, et notamment celle de City Lights. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. La suite du destin parfois tragique, mais aussi magique de Charlie Chaplin, avec vous jusqu'à 15h, Franck. Il y a évidemment quelque chose de magique dans ces grands moments. On en a égrené quand même un certain nombre. Quel génie! Ce personnage qui a le sens intime d'une gestuelle qui s'impose à tous les publics, qui sait transmettre les états d'âme comme personne, qui est capable de faire avancer une histoire quasiment sur quelques petits détails, des idées, des trouvailles de mise en scène qui bien souvent n'ont même pas été écrites, sans le recours du dialogue, même si là on l'entend chanter, vous voyez, même si le film, encore une fois, les temps modernes évidemment, est sonorisé, mais ce n'est pas un film dialogué. Et je pense qu'on peut dire que si ce film n'avait pas vu le jour, que si Charlie Chaplin n'avait pas donné naissance à ce film Les Temps modernes, il ne serait pas aujourd'hui considéré comme un des grands personnages du XXe siècle. S'il est aujourd'hui encore en photo sur les couvertures des manuels scolaires, Charlie Chaplin, c'est parce qu'il a été un jour ce petit personnage de Charlot, dernière apparition réelle de Charlot d'ailleurs dans un film, 1936, c'est parce qu'il a été ce Charlot pris dans les rouages extraordinaires de cette machine qui le broie, qui l'instrumentalise, qui l'essore littéralement. Ce qu'il a voulu montrer là, c'est l'aliénation de l'être humain par un monde moderne. Qu'il envoie à l'hôpital d'ailleurs dans le film. Ah oui, qu'il l'envoie, on pourrait presque dire, hors du monde des vivants et de la société. Il incarne là quelque chose, il transmet un message, et c'est d'une importance considérable. Parce que ça veut dire que Charlie Chaplin, qui, c'est vrai, à travers les très nombreux courts-métrages qui avaient émaillé les débuts de sa carrière, avait déjà essayé de transmettre un certain nombre de messages dont je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils étaient politiques, mais qu'ils avaient néanmoins une forte dimension et répercussion sociale. Eh bien, Charlie Chaplin, cette fois, prend position, littéralement. Et inutile de vous dire qu'il ne se fait pas que des amis. On se demande beaucoup, dans les milieux qui pensent, aux États-Unis et ailleurs, quelle est la signification de ce message, alors que, d'un autre côté, la Russie soviétique, qui est, ne l'oublions pas à l'époque, la Russie stalinienne, dénonce chaque jour les méfaits d'un capitalisme considéré comme la perdition de l'histoire. Il y a donc sans doute, chez Charlie Chaplin, là, une position très délicate. Et la critique va réserver à son film un accueil pour le moins froid. Alors on sait que Charlie Chaplin n'avait pas grande considération pour la critique. Ce qui l'intéressait, c'était l'accueil du public. Manque de chance, là encore, le public n'est pas très emballé par ce film, qui est peut-être en avance sur son temps, qui est décalé aussi par rapport à ce qu'attend le public. On est dans les débuts, dans l'efflorescence de ce cinéma parlant. On veut de grandes fresques, on veut de grandes explications psychologiques entre les personnages, on veut des scènes d'amour plus vraies que nature. Et là, on est quasiment dans une sorte de film-opéra hyper visuel, quasiment abstrait pour certaines de ses parties. Ça ne passe pas vraiment. Et on raconte qu'à la sortie d'une salle de projection à Los Angeles, Charlie Chaplin a vu sortir des enfants qui donc parlaient du film et qui se demandaient pourquoi les personnages ne s'exprimaient que par gestes. Est-ce qu'ils sont sourds-muets, demandait un des enfants. Et on dit que ça a beaucoup choqué et marqué Chaplin, qui, quelques mois plus tôt encore dans Variety, s'exprimait dans les termes suivants. Jamais encore le progrès ne fut ainsi dirigé à contresens, dit-il. Dans l'histoire de la culture, on n'avait encore jamais observé un phénomène contre lui-même. Ce qui se passe depuis 6 ans à ce point de vue dans le cinéma n'est rien d'autre qu'un frénétique harakiri. L'art cinématographique s'est trahi lui-même. Alors on l'a vu, il est très réticent, Charlie Chaplin, à l'égard du cinéma parlant, mais ça ne l'a pas empêché de réaliser 2 chefs-d'œuvre, Les Temps modernes et Le Dictateur. Oui, alors ce sont évidemment des films qui n'ont pas été bien accueillis ni par la critique, disons-le, ni par le public à cette époque, même si aujourd'hui, évidemment, ce sont considérés comme des films absolument extraordinaires. Et l'on commence à dire, Charlie Chaplin est un communiste. Et en fait, nous avons à la tête d'une des plus grosses sociétés de
productions d'Hollywood. Nous avons un réalisateur qui est considéré comme l'un des plus grands réalisateurs du monde, qui est avant tout un communiste. On dit que ça faisait beaucoup rire Charlie Chaplin quand on le taxait de communisme. C'est vrai qu'il était intéressé par le marxisme, c'est vrai qu'il regardait toujours ce qui se passait en Union soviétique, mais de là à le considérer comme un communiste, vous savez, j'ai toujours à l'esprit ce livre merveilleux de José Luis de Villalonga, qui en 1972 a sorti un livre qui s'appelle Golgotha. Il est allé rencontrer toutes les légendes vivantes de son temps. Et il lui a dit, mais alors êtes-vous un communiste? Et ça a beaucoup fait rire Chaplin, qui lui dit, oui, je sais qu'il y a des gens en Amérique qui pensent encore que je suis communiste. Regardez autour de vous. On est dans un manoir absolument somptueux, hein, bien entendu. Lorsque la journée est claire, de mon manoir, on peut voir le toit d'une succursale de l'Union des banques suisses. C'est beau, non? Dit Chaplin. Oui, regardez autour de vous. Si j'étais un communiste, avouez que je serais quand même un drôle de coco, lui dit-il. Bon. Et si Charlie Chaplin n'est évidemment pas communiste, en revanche, il a le sens social, la fibre sociale très développée. Ce qu'on a pu voir dans les temps modernes comme dans un certain nombre d'autres grands longs métrages, mais ce qu'on va voir peut-être de façon encore plus extraordinaire dans ce film, c'est The Great Dictator, en français le dictateur. Dans ce film, Charlie Chaplin s'attaque personnellement et directement à Hitler quand même. C'est assez extraordinaire ce qui se passe à une époque, ne l'oubliez pas, où le premier partenaire commercial des États-Unis et de toutes les grandes sociétés américaines en Europe, c'est l'Allemagne nazie, bien entendu. Ça pose des problèmes énormes. On lui demande, on fait pression sur lui, on le supplie de renoncer au tournage de ce film. Il n'en fait rien, il ira jusqu'au bout avec celle qui est devenue son épouse, même si c'est dans un premier temps, ça a été un mariage très discret. C'est évidemment Paulette Goddard qui a été d'abord sa partenaire dans les temps modernes et qui est évidemment celle qui va porter avec lui le film Le Dictateur. Ils se sépareront peu de temps après d'ailleurs le film Le Dictateur. Ce qui est amusant, c'est qu'ils ne se marient que quelques temps avant de se séparer. Oui, c'était un mariage éclair. C'est bizarre. Mais ils ont vécu en revanche longtemps, 8 ans ensemble. Et puis après cela, il y a cette anecdote assez extraordinaire. C'est Orson Welles, vous savez, Orson Welles, grand personnage aussi d'Hollywood, à qui un dramaturge célèbre a demandé de recevoir sa fille chez lui et de la promener un petit peu dans Hollywood. Et alors Orson Welles lui fait les lignes de la main, n'est-ce pas? Et il lui dit, oh, je pense que vous vous marierez avant peu et je peux même vous dévoiler le nom de votre futur mari. Il s'appelle Charlie Chaplin, dit-il. La jeune fille rougit, elle éclate de rire. Vous aurez compris qu'elle s'appelle Oona O'Neill. Elle est la fille du grand dramaturge Eugène O'Neill. Elle va effectivement devenir la 4e et dernière, j'allais dire, et véritable épouse de Charlie Chaplin. Et alors elle aura la sagesse de ne pas tourner avec lui, de se mettre en marge du cinéma et de se consacrer entièrement, non seulement à la carrière, mais je dirais à la vie de son mari. C'est peut-être cela, finalement, que Chaplin attendait depuis si longtemps. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est la suite et la fin déjà de notre grand portrait d'aujourd'hui consacré à Charlie Chaplin, Franck. Tant que Charlie Chaplin était ce moraliste muet qui reproduisait en les grossissant les travers de la société américaine, ça agaçait, mais on voulait bien encore le tolérer. Au moment où il se met à faire la leçon non seulement aux États-Unis mais au monde entier, tous ceux qui, jusqu'alors, se sont déclarés contre lui vont se liguer, en quelque sorte. Je vous disais, depuis longtemps, qu'il a beaucoup d'ennemis du fait d'une vie privée très dissolue, du fait d'une réussite professionnelle et financière quasiment sans exemple. Tout ça a créé beaucoup de jaloux, beaucoup d'envieux, beaucoup d'ennemis. Mais à partir du Dictateur, on va voir se liguer littéralement ceux qui, aux États-Unis, considèrent que Charlie Chaplin n'a pas sa place. Il reste, ça paraît fou, hein, parce que ça fait quand même presque 40 ans qu'il est arrivé, mais il demeure, qu'on le veuille ou non, cet immigré britannique qui vient des bas quartiers de Londres et qui, d'une certaine manière, n'a jamais véritablement trouvé sa place dans une société hollywoodienne qu'il a contournée par tous les moyens. Et pendant la guerre, il va prendre parti, là encore, d'une manière très forte. Vous savez que Goebbels l'appelait ce misérable juif mesquin, avide et méprisable. Eh bien, il prend la parole à San Francisco pour demander la constitution d'un comité de secours. À quoi?
un comité de secours à l'Union soviétique que vient d'envahir Hitler. Attention, une fois de plus, on va l'accuser de sympathie communiste. Il est vraiment très imprudent, il faut le reconnaître. Et le 22 juillet 1942, il intervient depuis Hollywood par téléphone au cours d'un grand meeting, une espèce de grande réunion comme savent en organiser les Américains au Madison Square Garden de New York. Et le discours de Charlie Chaplin, même s'il n'est que par téléphone, ce discours est très fort. Washington, Londres, dit-il en lançant une véritable apostrophe aux capitales du monde encore libre, laissez-nous réaliser ce vœu, la victoire au printemps, dit-il. Tentons l'impossible, n'oublions pas que les grandes histoires dans l'histoire de l'humanité ont été les conquêtes de ce qui paraissait impossible. Et là, c'est la foule entière, vous imaginez ce que c'est Madison Square Garden, hein, c'est l'ancêtre de nos très grandes salles de spectacle, c'est la salle entière qui se lève et qui acclame Charlie Chaplin. Il y a donc bien sûr des ennemis d'un côté, mais de l'autre, il y a tous ceux qui le soutiennent, bien sûr. À la fin de la guerre, il va tourner un nouveau film, alors qui est il faut bien dire, c'est un film un peu raté. Mais moi, c'est un film que j'aime beaucoup à titre personnel et qui présente un mérite extraordinaire, c'est de nous montrer Chaplin encore jeune tel qu'en lui-même. Puisqu'il est débarrassé du chapeau melon, de la canne et de la redingote, puisqu'il parle maintenant, puisqu'il est exactement comme il est dans la vie, on peut voir quelle est la subtilité de ce personnage qui joue un peu le rôle de Landru, vous savez. C'est son 77e film, dans les longs métrages, ça n'est que le 5e en l'occurrence, sur un scénario original d'Orson Welles, qui donc s'est inspiré de cette affaire Landru et qui est une façon de critiquer la guerre, bien entendu, car sans la Première Guerre mondiale, il n'y aurait pas eu Landru, et l'on laisse entendre dans ce film très parisien, puisqu'il se déroule à Paris, dans une atmosphère très parisienne, on laisse entendre que la guerre est un facteur déstructurant de la société. Alors, encore une fois, un certain nombre d'ennemis vont se lever, vont dire « Mais pour qui se prend Charlie Chaplin ? Depuis quand se croit-il autorisé à nous donner des leçons ?» etc. Il n'empêche, plus le temps passe, et plus la dimension morale du personnage s'ancre dans l'inconscient collectif. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en 1950, Charlie Chaplin était encore dans la plénitude de ses moyens et dans sa réalisation de grands cinéastes. Le film Les Lumières de la Ville, vous savez, City Lights de 1928, est repris à Broadway. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le magazine Life lui décerne le titre de meilleur film de l'année. En 1950. Vous voyez que Chaplin est en train d'entrer, comme ça, mutatis mutandis, il est en train d'entrer dans la légende de son vivant, bien entendu. Son film suivant va être un mélodrame. Est-ce que c'est le succès de la reprise des Lumières de la Ville qui lui a donné envie de renouer comme ça avec ses premières amours? Toujours est-il que Limelight, Les Feux de la Rampe, sont un grand mélodrame avec cette danseuse, vous savez, deux petits chaussons de satin blanc, et puis une réflexion aussi sur le devenir de l'artiste, sur le vieillissement de l'artiste. Il y a cette scène absolument magnifique où Charlie Chaplin, qui joue le rôle d'un clown qu'il a bien connu dans sa jeunesse au demeurant, est à côté de Buster Keaton. Ils sont tous les deux là en train de se démaquiller. C'était leur dernière intervention. C'était la fin d'une certaine manière. Est-ce que Charlie Chaplin est en train, sans même le savoir lui-même, de tirer sa révérence peut-être d'une certaine façon? D'ailleurs, il fait dire à son personnage qui maintenant parle, il lui fait dire: nous sommes tous amateurs. C'est Calvero, le clown, qui dit ça dans sa loge. Nous sommes tous amateurs. Nous ne vivons pas assez longtemps pour devenir autre chose. En septembre 1952, Charlie Chaplin vient d'embarquer sur un transatlantique pour aller une fois de plus en Europe. Il va présenter Les Feux de la Rampe à Londres, à Paris, etc. Et au milieu de l'Atlantique, le commissaire de bord lui signale qu'un arrêt vient d'être pris par les États-Unis. C'est l'attorney général en personne, le ministre de la Justice, qui vient de demander l'ouverture d'une enquête destinée à déceler, je cite, « si la turpitude morale et les affinités politiques de monsieur Charlie Chaplin permettraient sa réadmission sur le sol américain. » N'oubliez pas qu'il est toujours britannique, lui. C'est un coup de tonnerre épouvantable, incroyable. On l'accuse d'avoir été membre du Parti communiste. On l'accuse de travailler contre les intérêts américains. On est en plein dans ce qu'on appelle la période du macartisme, vous savez. Alors, le New York Times réagit, bien entendu. Ceux qui ont suivi Chaplin au cours des ans ont du mal à le considérer comme un dangereux individu, écrit le journal. Aucune situation politique
Atlantique, nulle menace internationale ne peuvent abolir le fait qu'il est un très grand artiste qui a procuré des joies infinies à des millions de gens, non pas dans un pays seulement, mais dans tous. Certes, mais ça ne réchauffe pas le cœur de Charlie Chaplin qui se retrouve exilé, qui va devoir aller s'installer en Suisse. Il faut vous dire que il connaît bien la Suisse. Je vous avais dit qu'il était venu plusieurs fois à Saint-Moritz, etc. Eh bien, il va s'installer à Corsier-sur-Vevey, au manoir de Ban, où la population l'accueille, mais véritablement comme un réfugié, vous savez. Et j'ai d'ailleurs reçu un email de la responsable des relations extérieures de ce qui vient d'ouvrir le Chaplin's World by Grévin, qui vient d'ouvrir justement à Vevey. Le manoir, nous dit cette dame, présente Chaplin, l'homme, l'intime, sa famille, et dans un bâtiment construit sur le domaine, appelé le studio, Charlie Chaplin, l'artiste, et la reconstitution de certains décors de ses films. C'est un endroit qu'il faut aller voir et que pour ma part, je vous avoue, n'avoir pas encore visité. Alors, bien sûr que pour Charlie Chaplin, la vie continue d'être assez incroyable. Il reçoit des visites du monde entier. La reine d'Angleterre va l'anoblir. La République française, par la voix d'un grand ministre, Jacques Duhamel, va le faire commandeur de la Légion d'honneur. Mais il n'est toujours persona non grata aux États-Unis et il va falloir attendre 20 ans. 20 années pendant lesquelles il tournera encore Un roi à New York et ce film inachevé qu'est La comtesse de Hong Kong. 20 années pour qu'enfin Hollywood se décide à rendre un véritable hommage à Charlie Chaplin qui en 1972 est donc reçu à Hollywood pour la soirée des Oscars. 2900 personnalités ont fait le voyage. On lui rend, c'est Jack Lemmon qui lui remet cet Oscar d'honneur pour l'ensemble de son œuvre. Et bien entendu, tout le monde chante à ce moment-là le thème des temps modernes. Et voici Nikos Aliagas. Bonjour cher Nikos. Eh bien écoutez mon cher Franck Ferrand, je reçois aujourd'hui une immense artiste, 70 ans de carrière. Elle a commencé à chanter, elle avait 5 ans, à 8 ans, elle chantait pour remonter le moral des Anglais dans des abris pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est Petula Clark que l'on connaît aussi par ses tubes. Elle sera notre invitée dans De quoi j'ai l'air. Ne manquez pas cette émission tout à l'heure. Merci beaucoup Nikos et nous nous retrouvons demain chère Anissa. Et demain, samedi, rendez-vous à 14h. Bien sûr, votre grand destin sera consacré à Marcel Proust. À demain, c'était Franck Ferrand sur Europe 1.